Voilà, merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes là pour parler de l'actualité. Alors, pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Maître Désiré Simbi, qui est président du groupe d'experts pénitentiaires en République démocratique du Congo. Il est aussi conseiller pénitentiaire au sein de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO. Voilà, Maître Désiré, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, nous sommes là pour vous. Voilà, en forme. En tout cas, la forme est là et au rythme du jour. Et nous sommes prêts pour discuter de toutes les questions pour la République et pour le développement. Et surtout pour pas trop stressé par rapport au dossier que vous avez à gérer? Non, à l'aise, parce que les domaines pénitentiaires, les domaines des droits des détenus, c'est notre quotidien. Donc, à l'aise. Voilà, avec vous, nous allons parler de l'actualité et puis pourquoi pas parler de votre responsabilité, de votre secteur de travail. L'actualité, c'est l'arrestation de Salomon Kalonda. Ça défraie la chronique, des réactions fusent de partout dans ces sens. Il y a ceux qui protestent, ceux qui trouvent ça que c'est normal. Mais selon vous, vous êtes un homme de la loi. C'est une arrestation arbitraire ou conforme à la loi? Bon, toute arrestation répond à une série de règles en matière de procédure pénale. Et il faut donc avoir le dossier en main pour savoir la façon d'appréhender physiquement, la façon de lancer l'arrestation. Est-ce qu'il y a un document officiel qui autorise cela? Est-ce qu'il y a une flagrance pour que l'on dise que voilà, on trouve la personne avec des moyens prohibés ou des actes posés? Donc là, il faut avoir le dossier pour que l'on puisse juger si c'est illégal ou c'est légal. Donc voilà un peu, je n'ai pas les dossiers personnellement en main, mais comme citoyen congolais, il appartient aux organes de vérification. S'il y a une erreur qui a été commise, il faut que l'autorité qui est hiérarchique par rapport à l'autorité qui a arrêté puisse vérifier rapidement afin d'éclairer l'opinion. Parce que l'opinion doit être éclairée par l'autorité habilitée. Donc les griefs portés contre lui sont justiciables compte tenu de sa personnalité politique. Là, vous réagissez comme un citoyen congolais. Vous êtes informé sur la procédure de son arrestation et ce qui lui est reproché. Et évidemment, comme vous savez, la loi est générale. La loi s'adresse à tout citoyen et que dès lors que quelqu'un a commis des faits qui ont une base juridique, là, la personne peut être sous main de justice, quelle que soit la qualité. Donc, qu'on soit pape, prêtre ou pasteur ou politicien, dès lors qu'il y a des règles de société qui ont été fixées par la loi, on doit tous respecter. Donc, si jamais, comme je le disais au début, s'il y a des faits répréhensibles conformément à la loi, même si on est politicien, justement, on est dedans. Voilà. Espérons que la justice va bien faire son travail. Mais il y a une réalité actuellement au pays, c'est l'arrestation des opposants. Mais vous ne trouvez pas que, n'est-ce pas, un recul de la démocratie dans notre pays? Eh bon, ce n'est pas le seul indicateur, la fragilisation de l'opposition. Comme je vous ai dit, c'est de mesurer quels sont les écarts. Parce que c'est vrai, est-ce qu'on arrête quelqu'un parce qu'il a le statut d'opposant, ou bien on arrête quelqu'un parce qu'on a trouvé un comportement répréhensible? Donc voilà, c'est ça en fait moi l'analyse qui est plus ou moins objective, parce que ce n'est pas une analyse partisane. Je ne dis pas que je suis opposant ou je suis pour l'union sacrée, mais je dis que il faut que l'on puisse respecter les droits de chacun, opposant comme tout le monde. Le processus électoral appartient à tout le monde et que donc on ne peut pas réduire le cercle d'exercice. Et que donc s'il y a une infraction, ok. S'il n'y en a pas, on doit libérer le magistrat à assez étudier pour qu'ils comprennent que, politicien ou non, tout le monde doit jouir de ses droits et surtout dans le processus électoral, on doit tenir compte des droits qui sont reconnus à toutes les parties et intervenant dans le processus. Voilà, les élections, la démocratie en République démocratique du Congo, Maître Simbi, avec la situation politique actuelle, vous ne trouvez pas que les élections ainsi que la démocratie sont en danger? Oui, les enjeux de la démocratie, comme j'ai dit, il y a le problème de la liberté d'expression
liberté d'association, liberté de réunion, et que donc il y a toutes les mesures et il y a des règles au niveau Nous de voyons notre pays. déjà l'hôtel de ville autoriser plusieurs marches à la fois le même jour. N'est-ce pas? C'est favoriser les risques évidemment, le rôle de l'autorité pendant la période électorale, c'est de jouer à l'équilibre pour éviter une idée partisane. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous voyez dans notre constitution, on ne peut pas jouer en même temps le rôle de dirigeant et en même temps les rôles de partisan. Donc, dès lors qu'on est autorité, on est autorité pour tout le monde et on doit gérer avec sagesse. Parce que, justement, lorsqu'on voit qu'il y a un climat qui est en danger, un climat qui n'est pas apaisé, on doit gérer la question des manifestations publiques. Je ne vois pas, moi, personnellement, si une autorité estime qu'il y aura juste une accointance sur le terrain, évidemment, on doit savoir alterner les marches, on doit alterner les manifestations. C'est pas dire que tout le monde a demandé, donc on leur donne l'autorisation. Non, il faut gérer les social aussi. L'aspect social, le climat social, la paix. C'est pourquoi je vous dis, lorsqu'on est responsable de tout le monde, on n'est pas responsable d'un groupe ou d'un autre. D'où, en agissant, il faut agir avec sagesse, avec des pesanteurs, parce qu'il s'agit seulement d'une faute pour que vous puissiez mettre en feu une cité. Voilà. Et les comportements de notre police, toujours lors de la marche récente réprimée par cette police. Il y a eu beaucoup de bavures signalées. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. En principe, lorsqu'il y a manifestation, l'autorité doit donner des consignes claires par rapport à la conduite. N'est-ce pas qu'il faut à tout prix une réforme de notre police? Il y a maintenant plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans qu'il y a des règles. Il y a des lois qui sont élaborées pour la réforme. Mais nous ne savons pas pourquoi on ne veut pas mettre en œuvre cette réforme. Évidemment, on a peur de la réforme, je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi dans tous les domaines, lorsqu'on parle réforme, on ne sait pas. Il faut avoir une vision au fait de ce qu'on veut. Sinon, on va rester longtemps dans de telles pratiques. On a décrié ça depuis longtemps dans d'autres régimes et maintenant voilà que ça continue. Donc le mal est profond, il faut aller à la réforme pour que les acteurs et la structure puissent changer. Il faut la réforme. Et la réforme est légale, la réforme est institutionnelle. Il faut que l'on puisse avoir des policiers qui sont apolitiques. Parce que même si on va aussi à la réforme avec les mêmes acteurs, on va continuer la même chose. C'est le changement du système. C'est le changement du système. Et là, nous aurons des policiers qui sont instruits, des policiers qui sont apolitiques. Parce que dès lors qu'ils sont apolitiques, ils vont agir avec la responsabilité de la nation, pas la responsabilité d'une autorité quelconque. Et comment préserver, par exemple, les acquis de Sun City avec le pacte républicain? Tout ça, donc, comme je disais, c'est au niveau politique d'arranger cela. C'est-à-dire d'avoir des autorités qui sont conscientes et qui veulent que la population participe au développement du pays. Vous parlez des autorités, excusez-moi de vous interrompre, vous trouvez aux autorités cette volonté d'améliorer les choses à tous les niveaux? Les faits sont clairs. Les faits sont clairs, on a besoin de cette volonté politique. Parce que si cette volonté politique est réalisée, on n'a pas besoin de débat. Donc on a besoin de cette volonté politique. Et la réforme de la justice, qu'est-ce que ça peut apporter ou améliorer? J'ai toujours dit qu'à la fin de tout, c'est la justice qui gère. Il y a, sous d'autres cieux, nous disons que si la justice est là, je pense que nous n'allons pas parler des problèmes des policiers, nous n'allons pas parler des marches pacifiques ou non pacifiques, nous n'allons même pas parler des guerres. Parce que lorsque le doctrinaire disait que la justice élève une nation, c'est pour vous dire que le dernier rempart dans la société, c'est la justice. Et lorsque tout le monde n'a plus confiance à la justice, lorsqu'on sait que si je dépose même une plainte, ça ne va pas aboutir, lorsque je sais que la justice est manipulée par tel ou tel autre, eh bien on n'a plus confiance à la politique et là il n'y a pas la paix. Parce qu'on va passer maintenant par soit se rendre justice, soit on va passer par le découragement ou comme on dit la résignation et là on va passer à la violence. Voilà un peu. Il nous faut une justice distributive, une justice juste, qui rend justice aux plus petits,
qui rend justice à celui-là qui n'a pas de moyens, qui rend justice à celui qui n'a pas le pouvoir. Parce que nous avons toujours dit, si un magistrat prend l'initiative d'arrêter ce grand homme qui sème la terreur, qui spolie les parcelles, qui, je ne sais pas, il pose des actes en dehors de la loi. Lorsque ces juges-là, ces magistrats-là prendront le pouvoir, eh bien la justice va revenir. Voilà, vous êtes congolais, mieux informé. Alors, parlons du dossier honorable Daniel Safou. La commission disciplinaire de la Chambre basse du Parlement va aussi se prononcer par rapport à son comportement, ainsi de suite. Ça vous inspire quoi, cette réalité? Moi, je dis que ce sont des mécanismes qui sont mis en place par l'institution Assemblée nationale, d'où comme au Sénat, il y a des procédures qui sont là devant la commission de discipline. Et comme je le disais avant, c'est de prendre ce cas comme tous les autres. Comme tous les autres. Et ne pas sélectionner et que voilà, lorsqu'il s'agit de tel, on peut aller à la commission, lorsque c'est l'autre, et il n'y en a pas. Ça, c'est de un. De deux, il faut séparer les actes qui doivent être référés devant la justice et des actes qui doivent aller à la commission. Aussi il ne risque pas de perdre son immunité parlementaire. Exactement, c'est comme je disais, il faut que l'on sépare ces actes et qu'on joue à l'équilibre. Parce que justement, la conséquence future, c'est quoi? La conséquence, c'est de savoir si la commission de discipline arrive à établir que voilà la commis des faits qui demande que son immunité soit levée. Des propos haineux, injurieux. C'est ça. Donc, il faut que l'on y arrive. Pour même établir qu'il y a des propos haineux, il faut d'abord analyser la loi, en quoi consistent les propos haineux par rapport à d'autres qui n'en sont pas. Donc, il faut le dire. Il faut voir aussi quelles sont les circonstances qui ont entouré l'action de quelqu'un. Parce que c'est là où se trouve même le jugement. On peut prendre une décision forte ou faible par rapport à l'intention que la personne avait en prononçant cela, mais aussi en considérant les circonstances qui ont entouré les agissements. Évidemment, nous donc pas deux poids, deux mesures. Exact. Le problème que nous avons aussi, c'est d'agir avec sentiment. Comme je disais, il faut qu'on reste dans les lignes, dans les pas de la loi. Voilà. Voilà, Maître Désiré Nsimi, président du groupe d'experts pénitentiaires en République démocratique du Congo. Vous fûtes aussi coordonnateur de la Regisco en Ituri. Regisco, c'est Restauration de la justice à l'est de la République démocratique du Congo. Mais parlons un peu de la situation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On continue d'en parler, ça défraie la chronique, ça préoccupe au plus haut point. Toujours pas de solution pour mettre fin à cette guerre qui a sémé beaucoup de terreur, de désolation, de pertes en vies humaines, des territoires toujours occupés. Ça vous inspire quoi, cette réalité? Et comment faire pour arriver à mettre fin à cette guerre? Je crois que aujourd'hui, on ne parle plus seulement de l'Est, parce que maintenant, le conflit est en train de s'étendre sur beaucoup de territoires du pays. Depuis Yumbi jusqu'à aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le monopole de l'Est. Donc, comme on parle des conflits armés. Mais l'occupation territoriale aussi, ce n'est pas seulement Walituri, le Kivu. Je crois qu'il faut peut-être aller même dans d'autres provinces maintenant où il y a des déplacés des autres pays qui sont donc des réfugiés qui se sont réfugiés sur notre territoire pour savoir cela. Tout compte fait, c'est une question de l'État. Est-ce que l'État joue son rôle primordial d'abord de l'intégrité territoriale? Est-ce que d'abord l'État joue ce rôle? Il y a l'armée qui est là, il y a plusieurs généraux qui sont sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est fait? Ça, c'est de un. De deux, si l'État n'est pas dedans, quelles sont les actions menées d'une manière concrète, d'une manière claire? Quelles sont les actions que l'État a menées pour mettre fin à cette guerre? Il y a les accords de Luanda, de Nairobi, oui. de Bujumbura. Oui, exactement. Comme je vous ai dit, c'est évidemment une question plus politique et sécuritaire et qu'il faut l'implication de l'État. Nous avons un grand pays. Je ne puisse pas croire que l'État manque de moyens notamment ces accords. Pour mettre fin à cela. Les accords nous tiennent. Parce que dès lors que vous avez écrit une phrase, quelque part, il faut réaliser. C'est comme un contrat.
Vous dites que voilà, je suis parti à tel contrat. Avant de signer les contrats, il faut commencer à réfléchir. Donc, il ne faut pas que l'on puisse aller dans beaucoup de choses. Retournons sur les actes que nous avons signés en bonne et due forme. Il n'y a pas une responsabilité de moi, Désiré, et celui qui va me succéder. Il s'agit de l'État avec sa continuité. Donc, c'est un problème de responsabilité partagée dans les contrats signés. Mais de l'autre côté, il y a le contrat social. Il y a aussi, maître, la présence de troupes étrangères venues prêter main forte à l'armée congolaise pour ne fût-ce que tenter de remettre la paix à l'ordre à l'est de la RDC. Oui, mais qui engage, ce n'est pas la population. Je rentre à la responsabilité de l'État. Quelle est la nécessité, quelle est la plus-value que l'on a cherché en concluant des contrats, en concluant les accords? Quelle est la plus-value? Parce que sinon, il y a la possibilité de conclure un contrat avec réserve, de signer l'accord avec réserve, et qu'à une certaine durée, on peut se retirer lorsqu'on ne trouve pas de moyens. Mais plutôt, moi, ce qui me fait mal, c'est de dire quelle est la conséquence. Parce que si ces troupes sont arrivées, quel a été le prix convenu? Parce qu'il faut payer. La meilleure conséquence, c'est la fin de la guerre, alors que la guerre continue. On connaît quand la guerre commence, on ne sait pas quand elle finit. C'est pourquoi l'État, je reviens, l'État doit chercher à savoir quelle est ma responsabilité en signant comme ça, quelle est la part du peuple, parce qu'on travaille pour le peuple, quel est l'avenir de ce peuple. Parce que ce peuple de l'Est qui vient de faire peut-être 30 ans dans ces guerres, parce que je vous dis, c'est depuis 90 et même un peu avant, depuis 90 que ces peuples, il y a des enfants qui sont nés et sous ces conflits aujourd'hui sont des grands hommes. Quel est l'avenir que l'on est en train de construire? Pourquoi seulement ces coins-là? Comme je disais, c'est un point de vue personnel, sans être politicien ici sur ce plateau, mais je dis que ceux-là qui sont des acteurs, parce que lorsqu'on est déjà acteur, on est responsable, il faut que l'on puisse savoir quelle est la vraie origine de ce qui se passe. Nous voyons des gens qui s'engagent aujourd'hui, et demain, ils comprennent maintenant que c'était une blague peut-être, ils s'intègrent au rythme de la mangeoire et on oublie l'objectif primordial. Mais est-ce que ce peuple-là qui souffre participe aussi même au choix de quel partenaire il faut avoir? J'ai vu des manifestations contre tel ou tel autre groupe. Est-ce que le gouvernement lui-même manifeste cette volonté de clarifier la mission de chacun? Eh bien, je vous dis qu'aucune force ne peut partir si l'accord n'a pas donné le temps ou l'espace de partir. Il y a des conditions d'accès au territoire national, il y a aussi des conditions de départ. Est-ce que les conditions sont réunies pour que ces troupes partent? Est-ce que l'État congolais a réalisé ses obligations dans cet accord? Voilà les grandes questions. Et moi, non politicien, je ne saurais pas répondre. Voilà. Et Jean-Pierre Bemba, à la défense, vous pensez que ça va soulager tant soit peu la situation de l'insécurité grandissante dans notre pays en général, et en particulier à l'Est, à Kwamuntu, là où ça commence de voir le jour aussi, l'insécurité, depuis un temps. Vous pensez que le gouvernement Sama Lukonde 2, où on voit les Mbusa Nyamwisi, on voit le Vital Kamere, et je répète, Jean-Pierre Bemba, ce gouvernement va arriver quand même à apporter des solutions attendues ou souhaitées? Vous savez, tout changement, j'ai toujours dit personnellement que tout changement amène quand même quelque chose de nouveau, et ça amène aussi un soulagement. J'ai entendu peut-être certaines opinions qui étaient vraiment favorables à ces changements, et j'ai dit que c'est un point de plus, peut-être un point positif du chef de l'État qui a voulu changer des donnes, parce qu'avec les deux ministres des Affaires étrangères et aussi les affaires régionales, la coopération régionale, c'est une nouvelle vraiment qui est tombée favorablement dans les oreilles de certains Congolais, et certains ont même félicité le président de la République. C'est très intéressant. Au fait, c'est parmi les personnes qui connaissent la zone, c'est parmi les personnes qui connaissent les partenaires de l'autre côté de la frontière, mais eux-mêmes ont opéré dans ces zones-là.
Et moi, je pense que c'est une très bonne idée. Le problème, c'est qu'il ne puisse pas être infecté, peut-être par le passé, qu'il ne puisse pas être infecté par la mangeoire, comme les politiciens aiment le dire, et oublier peut-être leur mission. Parce que je vous informe que avec les contacts souvent que nous avons avec des compatriotes de ce point-là, il y a de l'espoir avec les deux vice-premiers ministres. Il y a de l'espoir par rapport à la défense, par rapport à la coopération régionale. Donc c'est vraiment un espoir. Espérons que cet espoir ne va pas tarir, ne va pas vieillir sans qu'on puisse avoir des choses concrètes. Nous espérons que la guerre finira avec les deux messieurs, avec justement à la tête le président de la République qui déploie beaucoup de missions, de plaidoyer partout pour que la guerre finisse, qu'on puisse voir, comme j'ai dit, nos responsabilités, comment on va les diluer afin de donner quand même espoir à ce peuple qui souffre. Voilà, merci beaucoup maître pour cet éclairage. Nous allons évoluer. Processus électoral, les élections, vous croyez réellement à la tenue des élections démocratiques, libres et transparentes, et êtes-vous satisfait jusqu'à maintenant de la manière dont la centrale électorale conduit ses opérations? Moi, en tant qu'observateur, d'abord, je me dis que le processus est déjà en marche. Et dans le respect de la Constitution, je crois que les élections auront lieu et je vois que les autorités poussent tout, malgré tous les écueils, tout ce que nous avons constaté dans l'enrôlement, tout ce qui s'est passé. Et je crois que l'espoir est là. Nous voyons que la centrale électorale pousse déjà. Je crois qu'on est à quelques vingtaines de jours, c'est maintenant moins de 20 jours pour lancer la réception des candidatures. Moi, je vois que le processus est en marche et j'ai espoir que ça va arriver. Malgré les contestations venant de part et d'autre, de parties prenantes au processus électoral, pourquoi pas voir même de l'opposition? C'est un principe de la Constitution, d'abord le délai électoral. Vous savez qu'en 2016-2017, il y a eu beaucoup d'émeutes parce qu'on disait que voilà, les glissements et autres. Et je crois que d'abord cette organisation va éviter ces glissements. Et la deuxième chose, c'est de se convenir. Le dialogue, nous sommes dans un pays de dialogue. Donc la CENI va organiser des bonnes élections, pas des élections biaisées. Bon, on n'a jamais parié de ça, mais il y a un principe qui dit qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc, chaque acteur met ses moyens possibles pour que l'on puisse arriver. Et de l'autre côté, comme nous avions dit, l'espace, c'est juste gérer l'espace politique pour ne pas brimer certains droits de l'opposition. Jusqu'à maintenant, les contraintes sont entre autres d'ordre logistique, les contraintes financières, et on s'est dit la CENI va s'en sortir. Nous sommes dans un pays de miracles. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans un pays de miracles et tout peut se faire. Parce qu'on peut être surpris qu'en dernière minute, il y a l'argent directement pour organiser les élections. Mais plutôt, ce que vous dites, c'est cette convention avec l'opposition ou les autres partis au processus, comme je l'ai dit. Et ça, je crois que... Est-ce qu'il y a encore le temps de faire le dialogue? Est-ce qu'il y a le temps d'intégrer encore dans cette centrale électorale d'autres acteurs pour arriver aux élections? Moi, je crois que l'objectif, c'est d'atteindre des élections transparentes et de voir cette volonté politique organiser ces élections dans la transparence. C'est ça, je pense, l'objectif. Sinon, on risque d'aller au-delà et avec d'autres implications sur le social. Le message est passé. Maître Désiré Simbi est président du groupe d'experts pénitentiaires en République démocratique du Congo. Faites-nous un peu un briefing du système pénitentiaire en RDC. Je ne sais pas si on peut l'appeler système, mais je peux juste dire organisation pénitentiaire de la RDC, parce qu'un système, c'est juste un ensemble d'éléments qui sont d'une manière organisée. Donc l'administration pénitentiaire, sur le plan structurel, est organisée au niveau du ministère. Donc c'est le ministère de la Justice qui assume la tutelle. Nous avons le secrétariat général qui a des directions, des différentes directions, et c'est là où on trouve une direction des services pénitentiaires. Lorsque vous allez comprendre
service pénitentiaire, c'est vraiment un service, ce n'est pas vraiment une administration. Pourtant, l'administration pénitentiaire, c'est une architecture. C'est vraiment une industrie même. Mais c'est juste un service. Son état des lieux est sombre, vous trouvez? Oui, je crois qu'on va y arriver justement parce que je donne la structure d'abord pour vous montrer que toutes les conséquences qui existent aujourd'hui au niveau pénitentiaire viennent de là. Et qu'il y a donc ce service pénitentiaire, mais à côté, actuellement, il y a maintenant une direction des productions pénitentiaires. Et si je vais même trop loin, nous avons à côté aussi une direction de la protection de l'enfant. Dans les structures modernes, dans les structures les plus standards dans d'autres pays, parce qu'on doit aussi voir ailleurs ce qui se passe, la production pénitentiaire, c'est une activité de service pénitentiaire. C'est une activité. Mais on en crée une direction. Deuxième chose, dans d'autres administrations pénitentiaires, l'administration pénitentiaire des mineurs dans d'autres pays parlent de la protection des enfants en conflit avec la loi. C'est au fait un prolongement pénitentiaire, mais qui est géré par des personnels spécifiques et un régime adapté aux mineurs. Ça, c'est un problème au niveau central. Au niveau des provinces, l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965 dispose que en province, nous avons une inspection pénitentiaire. Mais en province, nous n'avons plus d'inspection pénitentiaire. C'est la division de la justice qui gère l'administration pénitentiaire. Donc on peut parler de l'inexistence des inspecteurs provinciaux chargés du pénitentiaire. Il n'existe pas. Il y a donc la division de la justice. Lorsqu'on recherche, on peut remuer toutes les lois du pays, on ne trouve nulle part où la division de la justice se trouve dans l'architecture pénitentiaire. Ce qui fait que s'il y a un problème dans une prison en province, le directeur de la prison est obligé de voir son chef hiérarchique direct qui est en province, chef de division. Mais il n'a pas un contact direct par rapport à la hiérarchie avec le directeur des services pénitentiaires au niveau national. De la même façon, le directeur des services pénitentiaires qui est au niveau central n'a pas d'ordre à donner à la division de la justice parce que la division de la justice dépend du secrétaire général à la justice. Donc, il y a un problème d'abord de la chaîne de commandement au niveau de l'administration pénitentiaire, ce qui fait que tous les fonds qui sont destinés aussi à l'administration pénitentiaire peuvent se disperser dans toutes ces structures. Là, c'est un problème sérieux qui se pose à ce niveau. Mais il faut donc... Il y a un problème de dysfonctionnement de l'administration pénitentiaire en RDC. Voilà. Alors, comment y remédier? Exactement, parce que c'est là même le travail qui est fait actuellement. Pour remédier à tout ça, ce n'est pas à donner aux détenus de haricots et de maïs, ce n'est pas vous montrer les entrepôts de prison remplis, mais c'est d'aller plus loin. Parce que je n'avais pas encore abordé l'organisation des prisons. Les prisons, si vous arrivez peut-être à un certain échelon, une autorité centrale a des difficultés de vous dire en RDC il existe combien de prisons. Maître, là aussi il y a un sérieux problème, c'est le problème de la double administration civile et militaire dans les prisons, ce qui conduit à des conflits de compétences. Exact. Je voudrais donc aborder ce sujet en terminant cette hiérarchie civile. Parce que lorsqu'on arrive au niveau des prisons, il se pose un autre problème des structures, comment sont organisées les prisons. Je vous disais tantôt qu'une autorité centrale a des difficultés de vous dire en RDC il y a combien de prisons. Il a des difficultés à vous dire en RDC on a combien de personnel. Et alors vous voyez la difficulté de nous dire même il y a combien de prisonniers. Ça c'est donc au niveau civil, c'est ça la hiérarchie. De l'autre côté, donc, parallèlement, il y a une administration pénitentiaire militaire. Ça, c'est institué par la loi de 2002 qui a institué une administration pénitentiaire militaire. Mais je vous ai suivi, maître, dans une conférence. Vous avez fait allusion à vous plaider personnellement pour une bonne
d'administration pénitentiaire dotée d'une autonomie administrative et financière. Exactement. Donc, notre souci, donc pour ne pas donner tous les détails de l'administration pénitentiaire militaire et civile, c'était donc de dire que la nécessité, c'est la réforme. La réforme de ce système. Parce que, comme je vous ai dit, il n'en existe pas un. Il faut donc en créer un système pénitentiaire qui soit d'abord unique, c'est-à-dire une direction générale de l'administration pénitentiaire qui jouit d'une autonomie administrative et financière. Cette administration va contribuer dans la gestion de la carrière du personnel. Parce que souvent, l'administration pénitentiaire, nous parlons des détenus qui souffrent. Nous parlons des évasions, nous parlons des décès. Mais nous oublions ce personnel qui est là chaque jour à garder ces détenus, comment ce personnel vit. Donc la gestion de la carrière, c'est très important. Lorsque vous arrivez à la prison, vous pouvez circuler, vous journalistes, vous voyez un personnel qui est là depuis 20 ans, mais il n'a jamais touché. Hormis ce qui a été évoqué, est-ce qu'il y a moyen de nous énumérer d'autres irrégularités dans les systèmes pénitentiaires congolais? Voilà, donc c'est pourquoi j'ai détaillé l'un après l'autre. Donc il se pose un problème d'abord au niveau de la structure. Nous avons souligné la question de deux administrations pénitentiaires avec tous les conflits de compétences sur le terrain qui se posent, mais il y a aussi des difficultés qui sont liées à la formation. Le personnel qui est recruté, évidemment d'une manière subjective, parce que vous pouvez même recruter votre oncle, le lendemain il devient surveillant, mais le personnel n'est pas formé. Le personnel est formé sur le tas, c'est-à-dire on prend du personnel et lorsque les partenaires arrivent, il y a une formation de 5 jours, il y a une formation de 30 jours, etc. Ce sont des formations qui sont plus ou moins ramassées. Alors que le règlement de là donne même d'autres procédures et demande que l'on puisse être formé en matière pénitentiaire avant d'entrer en fonction. Voilà. Il faut donc une procédure d'abord de recrutement. C'est pourquoi dans la réforme, nous avons introduit le processus de recrutement. Vous êtes recruté à des grades bien spécifiés. La deuxième chose, vous passez à la formation militaire. La formation militaire. Et troisièmement, vous passez à la formation pénitentiaire. Là, vous pouvez entrer en fonction parce que vous êtes complet. Voilà. Vous allez donc constater que la réforme va transformer les personnels pénitentiaires en un personnel paramilitaire, un personnel habillé, c'est-à-dire les personnels devront être en uniforme parce que c'est un service de sécurité spécialisé. Et troisièmement, c'est un personnel armé. On ne saurait pas avoir un personnel qui gère des criminels, qui gère des voleurs à main armée, qui gère des personnes accusées de terrorisme, mais qui ne connaissent même pas un exercice physique. Parlons, le message est passé. Parlons aussi des conditions carcérales, parce que là aussi il y a à boire et à manger. Vous faites quelle analyse par rapport aux conditions carcérales? Et les conditions sont d'abord infra-humaines, parce que nous parlons là maintenant des droits des détenus. Et là, la première chose, c'est de voir quelles sont les conditions de vie. Et les conditions de vie commencent par le logement. L'infrastructure qui est là, ce sont des prisons construites avant l'indépendance. Toutes les prisons, presque. C'est avant l'indépendance que les prisons sont construites. C'est-à-dire que plus de 60 ans, ces bâtiments sont délabrés. Mais la deuxième chose, ces bâtiments sont inadaptés. Parce que certaines prisons ont été construites pour 500 personnes et aujourd'hui, ces prisons ont peut-être 2-3 000 détenus. La prison de Makala de 1500 arrive à 11 000. Les prisonniers vivent dans des conditions inconfortables. Exact. Donc aujourd'hui, on parle de cette question de la surpopulation carcérale parce que dès lors que le bâtiment n'est plus adapté, dès lors que le bâtiment est en délabrement, les détenus sont exposés aux intempéries, mais aussi il n'y a pas d'espace pour dormir. C'est comme ça est fait dans toutes les prisons de la République. Je vais vous dire que c'est dans toutes les prisons, si on peut dire dans toutes les prisons, c'est-à-dire à plus de 90%. Je peux citer peut-être deux comme Luzumu, comme la prison de Kindu, ou peut-être la prison de Aru,
qui sont d'ailleurs des prisons, qui ne peuvent pas être appelées prisons. Parce que je connais bien les constructions. Maître, nous avons ces soucis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour que ces prisons deviennent réellement des centres de rééducation? Comme je vous ai dit, ce sont des éléments qui sont combinés. Et comme je vous ai dit, la première chose, c'est l'organisation. Aujourd'hui, si même vous construisez d'autres prisons, des villas pour les détenus, même si aujourd'hui vous amenez des experts qui viennent du ciel, on ne va pas bien réformer, mais plutôt il faut d'abord que la réforme soit mise en marche. Parce que pour que l'on puisse préserver la vie des détenus, les droits des détenus, il faut avoir un personnel qui est recruté sur des bonnes formes, un personnel formé. Il faut donc une certaine organisation. Tout ce que nous vivons, ce sont des conséquences. Dire que les détenus n'ont pas à manger, tout ça, ce sont des conséquences lorsqu'on observe le budget qui est sorti. Donc, nous devons d'abord faire cette réforme pour que ça nous permette d'avoir du personnel capable de faire ce travail. La deuxième chose, comme je vous ai dit, sur le plan matériel de détenus, il ne faut pas avoir seulement beaucoup de prisons, mais plutôt il faut organiser ces prisons. Il faut organiser ces prisons. On n'a pas nécessité d'avoir des prisons dans des petites localités du pays qui ne sont pas viables, alors qu'il a la possibilité de centraliser. C'est pourquoi nous avons créé dans la réforme, d'abord, déstructurer les prisons. Il y a des statuts de prison différents. Peut-on dire que les prisons de la RDC sont des mouroirs? Plus de 1200 détenus meurent chaque année dans les prisons. Je pense que vous êtes journaliste et descendez sur le terrain. Si les gens sont sincères, ils vont vous donner les éléments. Vous avez au moins 100 détenus qui meurent chaque mois ou bien chaque année. Ce n'est pas vraiment acceptable dans un état de droit. Dans un état de droit. Peut-être que certaines autorités ne sont pas informées ou bien font semblant. Lorsque vous entendez qu'il y a eu décès dans telle prison, nous avons maintenant au moins 115 prisons opérationnelles. Au moins 115 prisons opérationnelles. S'il y a décès chaque semaine d'un détenu dans chaque prison, vous avez directement 115 détenus qui sont décédés dans un mois ou dans une semaine. Donc faites les calculs pour une année, ça fait combien? Donc vous voyez que l'État... À la base, la promiscuité, la malnutrition... La promiscuité, au fait, vient de ces détentions irrégulières. La promiscuité vient de ces détentions irrégulières. Il y a des détenus qui sont là en détention préventive. Aujourd'hui, le taux de détention préventive est au-delà de 77% de détention préventive. Selon les informations à notre disposition, les détenus sans dossier depuis plusieurs mois, voire des années, 70% des dossiers sont en instance, beaucoup de tortures physiques et morales, malnutrition, insalubrité, bref, beaucoup d'abus de droits humains. Exactement. Si nous allons dans le détail, nous allons vous donner des cas, jour pour jour, des cas qui se passent dans des prisons. Ces détentions préventives et prolongées créent la surpopulation. Donc aujourd'hui, c'est environ 25 ou 23% des condamnés qui sont dans des prisons. Il y a des gens qui meurent après avoir passé le temps le plus long possible, plus que même le temps qu'il aurait passé s'il était condamné. D'une part, il y a une responsabilité de l'autorité judiciaire qui détient le dossier, mais d'autre part, il y a une responsabilité de l'autorité pénitentiaire, parce qu'il y a des règles d'application qu'il faut mettre en œuvre pour que l'on puisse libérer les personnes. Je vais vous donner un exemple. Le mandat d'arrêt provisoire n'a que 5 jours comme valeur. Qu'est-ce qui justifie que le détenu passe 1 mois, 2 mois, alors sous MAP, et qu'il continue à être gardé à la prison? Les gardiens ou les directeurs de prison ne sont pas des gardiens de dépôt. Il y a des règles qui déterminent les actes de détention et leur durée. Est-ce qu'on le respecte? Il y a donc toute une responsabilité. Et comme je vous ai dit, cette responsabilité rentre dans ce pseudo-système qu'il faut réformer. Maître Désiré, mais vous trouvez que notre gouvernement donne l'impression d'améliorer la situation carcérale des prisonniers?
La volonté peut être là, parce que lorsque je vois des sacs, l'augmentation aussi des primes de certains personnels, il y a une volonté. Mais derrière cette volonté, il y a une ignorance. Parce que je peux dire que j'ai au moins une petite connaissance de ce qui se passe depuis maintenant plus de 20 ans que je travaille sur le dossier de la réforme du système pénitentiaire congolais. Je peux dire que toutes les autorités qui sont passées là-bas semblent avoir la volonté ou bien un esprit humanitaire. Mais est-ce qu'ils connaissent comment fonctionne l'administration pénitentiaire? Ils ne connaissent pas. Malheureusement, ils font souvent recours à des experts étrangers. Alors que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes plus de 10 experts pénitentiaires pour la RDC. Mais on ne fait jamais recours. On peut même construire une villa quelque part. Un partenaire peut venir vous construire des toilettes à la prison sans que ces experts soient consultés. Il faut voir ces experts parce que les domaines pénitentiaires est spécifique. Il ne faut pas chercher de grands professeurs pour être conseiller au ministère. Le ministre doit avoir des experts comme conseillers. Maître, il y a nécessité de trouver des solutions pour résoudre le problème dans nos lieux carcéraux. Il y a possibilité, et je vous dis que seulement si on met en marche les experts dont nous sommes, si on met seulement ces experts à gérer ces domaines dans une année, ne fût-ce que rendre aussi viables nos prisons et les lieux de détention. Exactement, c'est ce que je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le nombre, je prends seulement l'élément de la surpopulation. Si vous voyez le nombre de détenus aujourd'hui, vous divisez par le nombre de prisons qui existent, on n'aurait pas de surpopulation. Mais il manque une politique pénitentiaire. Et ceux qui connaissent cette politique, ce sont les experts. Mais tout le monde pense connaître la prison, tout le monde pense qu'il peut gérer la prison. Et le domaine pénitentiaire devient maintenant le jeu de tout le monde. Les autorités ne réagissent que lorsqu'il y a évasion, lorsqu'il y a eu incendie, Mais lorsqu'il y a du calme comme maintenant, tout le monde se tait et l'argent qui arrive, seul Dieu connaît la destination. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment pertinent. Merci beaucoup, Maître, pour vos réponses qui m'ont convaincu, moi, personnellement. J'espère que vous aussi, fidèles téléspectateurs, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Un message en particulier, qu'est-ce qu'on n'a pas dit et vous dites quoi pour conclure? Je crois que ce que nous devons avoir tous, c'est avoir les yeux tournés vers les prisons. Avoir les yeux tournés vers les prisons parce que la prison, c'est notre deuxième résidence. On peut s'y trouver à tort ou à raison. Donc c'est maintenant. Et pour réformer les prisons en RDC, faites recours aux experts. Ce n'est pas tout le monde qui connaît comment gérer les prisons. Faites recours aux experts congolais, pas aux experts étrangers qui ne connaissent pas le contexte et qui coûtent cher au pays. Merci beaucoup. Voilà, c'était un plaisir énorme d'échanger avec vous pendant les 45 minutes imparties à votre émission. Le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité, les sujets qui préoccupent au plus haut point. Vous avez pris l'émission en cours et vous ne tracassez pas. La rediffusion, c'est demain, mercredi à 13h, à 12h30, heure de Kinshasa. Vous avez aimé l'émission, vous désirez participer, appelez au 0421 94 95 181. Vous serez le bienvenu sur le plateau de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Merci à notre invité, merci aux preneurs de vue et merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Une très belle soirée à tous et chacun.